Je répète dans mes vidéos et sur quelques publications que j'ai faites sur Instagram sur le sujet de la mortalité pendant les canicules qu'en oubliant les personnes psychiatrisées, autistes, institutionnalisées, traumatisées et handicapées mentales de manière générale, ce qu'on oublie, c'est pas des personnes qui sont parmi les premières concernées, mais ce sont les premières concernées. Et les gens qui me lisent ou qui m'écoutent se disent « Oui, bon bah c'est son objet de travail, hein, donc forcément Za voit que ça, et donc ça veut dire que Za exagère un peu. » Et je comprends qu'on se dise ça, et c'est même d'ailleurs plutôt sain de se méfier de quelqu'un qui voit son sujet partout. Sauf qu'ici, c'est l'inverse qui s'est passé. J'ai pas décidé un matin que ces personnes-là étaient massivement sous-protégées pour ensuite aller chercher des chiffres qui me donneraient raison. Moi, mon sujet à la base, c'était juste la canicule, donc j'ai vraiment juste regardé qui mourait pendant les canicules. Et il se trouve que peu importe comment je retournais le truc, c'était sur ces personnes-là que je tombais à chaque fois. Donc il faut bien comprendre que je travaille sur ce sujet d'abord à cause des chiffres, et pas le contraire. Et ces chiffres, c'est ceux de l'INVS, de l'Institut de veille sanitaire, du Sénat, de l'INSERM et de l'assurance maladie. Donc c'est des chiffres que les institutions censées s'occuper de ça ont sous la main depuis 2003. Mais ces chiffres-là, ils me condamnent à être regardés avec beaucoup de méfiance, parce que c'est pas ce que le public général sait ou croit savoir de la mortalité estivale. Ce qu'on entend dire absolument partout, c'est que les premières victimes des canicules, ou en tout cas les victimes les plus nombreuses, c'est les personnes âgées isolées. Et cette croyance, elle est assez pratique, déjà parce que elle est à moitié vraie, mais seulement à moitié, j'y reviendrai, et ensuite parce qu'elle est généralement suivie d'une remarque, d'une blague ou d'un haussement d'épaule désabusé qui sous-entendent toujours la même chose. C'est les vieux, donc c'est pas grave, parce que c'est des gens qui allaient de toute façon bientôt mourir. Bon, mais la première phrase en elle-même, c'est-à-dire celle qui dit « les personnes âgées sont les premières victimes de la canicule », il faut quand même le dire, il n'y a pas rien derrière. En août 2003, la France a compté 14 802 morts de plus que ce qu'elle attendait sur la période. C'est le chiffre de la mission Aymon et Jougla à l'INSERM sur les 20 premiers jours du mois. Et sur ces 14 802 personnes, 12 210, c'est-à-dire 82%, avaient 75 ans ou plus. Donc, oui, l'âge, c'est un facteur énorme, et je vais pas faire semblant de croire le contraire. Mais ce cadrage, et de manière générale tout le discours autour des personnes âgées et de la canicule, ça arrête d'être vrai au moment précis où on s'en sert pour refermer le dossier de la mortalité estivale. Parce que vieux, quoi que vous en pensiez ou quoi qu'on vous en dise, c'est pas une cause. La chaleur, elle ne tue pas des gens parce qu'ils ont un certain chiffre écrit sur leur carte d'identité. L'âge dit très bien qui va mourir, mais il ne dit absolument pas pourquoi. La question du qui et du pourquoi, ce sont deux questions très différentes et elles n'ont pas du tout la même réponse parce qu'on ne peut pas rendre une personne moins vieille, mais par contre on peut la rendre, par exemple, moins surmédiquée, moins enfermée et moins exposée. Ce que la chaleur tue, ce sont des corps qui n'arrivent plus à se refroidir, qui ne transpirent plus assez et qui surchauffent sans pouvoir évacuer. Et elle tue aussi des corps qui ne s'aperçoivent même pas que ça va mal, des corps qui ne perçoivent plus la soif, qui ne voient pas venir le coup de chaleur, qui sont trop confus pour comprendre que quelque chose cloche et qui du coup ne se protègent pas. Et puis évidemment, elle tue les corps qui n'ont pas l'autonomie nécessaire pour se lever et aller se chercher elles-mêmes à boire. Et les corps comme ça, comme tous ceux que je viens de décrire, oui, souvent c'est des corps âgés. Mais très souvent, c'est surtout des corps sous traitement, des corps enfermés dans des institutions pas climatisées, et des corps qu'on a laissés tout seuls d'abord, parce qu'ils étaient fous ou handicapés. Et ça d'ailleurs, c'est exactement ce que dit une étude que l'État lui-même a commandée. En octobre 2003, l'Institut de veille sanitaire monte une enquête pour comprendre pourquoi certaines personnes âgées sont mortes alors qu'elles vivaient chez elles. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle une étude cas témoin, c'est-à-dire qu'on va prendre d'un côté les cas qu'on veut étudier, donc en l'occurrence 315 personnes de plus de 65 ans qui sont mortes entre le 8 et le 13 août alors qu'elles vivaient chez elles, et de l'autre côté un groupe témoin, donc 282 personnes qui leur ressemblent le plus possible. Donc des personnes qui ressemblent exactement à celles qui sont mortes, mais qui du coup sont pas mortes. Et donc dans les deux groupes, on se retrouve avec des personnes qui viennent dans les mêmes proportions de Paris, du Val-de-Marne, de Tours et d'Orléans, qui ont grosso modo les mêmes âges et avec les mêmes proportions de femmes et d'hommes d'un côté et de l'autre. L'idée derrière les études cas témoins, c'est que si vous avez réussi à avoir deux groupes identiques sur un nombre maximum de critères, toutes les petites choses qui vont distinguer les deux groupes que vous allez pouvoir trouver, c'est autant de bons candidats pour expliquer pourquoi les uns sont morts et pas les autres. Et en l'occurrence, comme petite différence assez notable entre les deux groupes, ce qu'on remarque, c'est que du côté des témoins, donc de ceux qui sont vivants, on a une personne sur 25 qui a un trouble psychiatrique, et du côté des cas, on a une personne sur 5.
Et après ça, ils font tourner le calcul qui permet de retirer les explications concurrentes. C'est-à-dire qu'ils demandent aux chiffres de leur dire ce qui reste de cet écart entre les morts et les vivants sur la psychiatrisation, une fois qu'on a éliminé tout ce qui pouvait être dû à la profession des gens, à leur capacité à se déplacer, au fait qu'ils soient sortis ou non pendant la vague de chaleur, à leurs autres maladies, à l'isolation de leur logement, au fait de dormir dans une chambre sous les toits ou non, et même à la température qu'ils faisaient dehors autour de leur immeuble, mesurée par satellite dans un rayon de 200 mètres. Et il se trouve que même une fois qu'on a fait ce tri-là, le résultat, il bouge pas. Le fait d'avoir un trouble psychiatrique multiplie toujours par 5 le risque de mourir pendant une canicule. 6 ans plus tard, une équipe menée par Clémentine Nordon avec Bruno Falissard et Hélène Verdoux refait le même genre d'études mais à l'échelle du pays entier et sur les ordonnances. Ils vont prendre dans le fichier de l'assurance maladie qui enregistre les médicaments délivrés à 86% des Français, toutes les personnes de 70 à 100 ans mortes entre le 1er et le 13 août 2013, quelle qu'en soit la cause. Et à chacune de ces personnes, ils associent une autre personne du même genre, du même âge, avec le même statut d'affection longue durée, mais qui, elle, a survécu. Et donc, ça leur fait 11 600 paires de personnes. Ce qu'ils vont faire, c'est assez intéressant. En fait, ils vont observer 2 périodes distinctes. La période du 1er au 4 août, où il fait normalement chaud, et puis celle du 5 au 13, c'est-à-dire la période caniculaire. Et ce qu'ils remarquent, c'est que avant le 5, prendre un médicament psychotrope ne change strictement rien aux chances de mourir, mais que après le 5, ça les augmente de 30%. Donc 30%, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, mais ça, c'est que quand on regarde tous les médicaments psy confondus. Et quand on regarde classe par classe, les antipsychotiques, c'est 110%. C'est-à-dire qu'ils multiplient le risque par plus que 2. Les antidépresseurs, c'est un peu moins, c'est 70%, alors que les anxiolytiques et les somnifères, qui sont quand même les médicaments les plus prescrits, eux, ils font baisser le risque de 15%. Et au-delà de ce qu'on voit quand on traite les chiffres psychotrope par psychotrope, c'est aussi important de dire que le cumul, lui aussi, il joue un rôle majeur. Parce que chez les gens qui sont morts, il y avait 2 fois plus de personnes qui prenaient 3 médicaments psy que chez ceux qui ne sont pas morts. Au niveau de la mortalité seulement, cumuler les médicaments, ça ne changeait rien avant la canicule, et pendant la canicule, chaque molécule que vous ajoutez, c'est 25% de risque en plus. Au Royaume-Uni, on a eu des résultats assez similaires. Une étude parue en 2012 dans le British Journal of Psychiatry montre, après avoir suivi pendant 10 ans des personnes suivies en médecine générale pour psychose, démence ou addiction, qu'au-dessus d'un certain seuil de température, chaque degré supplémentaire augmentait leur mortalité de près de 5%. Chaque degré. Là où, dans la population générale, la surmortalité qu'on observe, avec exactement les mêmes méthodes, c'est 2%. C'est-à-dire 2,5 fois de moins que pour les personnes psychiatrisées. Donc, encore une fois, on peut faire le même choix que les médias et centrer tout notre discours sur la vieille personne isolée dans son appartement parisien sous les toits, mais en le faisant, il faut accepter qu'au sein de cette population, on ne regarde que ce qu'on a envie de voir. D'autant plus que sur l'enquête INVS dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un truc assez essentiel à rappeler, c'est que, certes, elle se concentre sur les personnes qui sont mortes et qui vivaient à domicile, mais elle dit quand même un truc extrêmement important, et c'est même d'ailleurs exactement ce qu'elle devait dire à la base, c'est que le fait de vivre seul pour une personne âgée, c'est pas un facteur de risque. Je veux qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. L'enquête, elle est commandée avec une question de départ qui oriente immédiatement les lectures que les gens vont faire de la réalité de la mortalité estivale à sa sortie. Et cette question de départ, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre la mort de la vieille dame seule dans son appartement ? Sauf que, à cette question, le truc le plus important qu'elle répond, c'est que ce profil-là, c'est pas un profil particulièrement à risque. Et ça, les médias ne nous l'ont pas dit du tout. Vivre seul quand on est vieux, c'est pas un signe qu'on est abandonné et qu'on va bientôt crever. C'est exactement l'inverse. À tel point que les personnes âgées qui vivent seules mais qui ont une aide à domicile, quelqu'un qui passe pour le ménage, pour les soins, pour les repas, etc., dans leur étude, elles ont 4 fois plus de risques de mourir de la canicule que celles qui sont vraiment seules dans leur quotidien. Et en fait, c'est logique en quelque sorte, c'est-à-dire que on vit seul tant qu'on peut vivre encore seul, et on a une aide au domicile quand on peut plus vivre seul. La variable de l'accompagnement, elle mesure pas un niveau de solitude existentielle, elle mesure un niveau de dépendance. D'autant plus que, sur ce point-là précis de l'étude, même si vous me répondez oui, mais attends, il y a plein de personnes âgées qui vivent seules sans aide à domicile et qui sont pas du tout indépendantes, c'est juste qu'elles n'ont pas accès à l'aide à domicile. Même là, j'aurais envie de vous répondre oui, mais les personnes témoins, elles ont été contactées par téléphone fixe. Donc, pour participer à l'étude, il faut pouvoir se lever pour aller répondre au téléphone. Ce qui suggère déjà un certain niveau d'autonomie, sauf que même en enlevant le biais du téléphone, parce qu'évidemment ils l'ont fait, même en refaisant travailler les chiffres de toutes les façons possibles, à la fin le résultat il persiste quand même. Dans l'étude française de référence sur les morts à domicile pendant la canicule de 2003, l'isolement n'a jamais réussi à ressortir comme un facteur de risque. Tout ce qui ressort comme facteur de risque, aide à domicile ou non, c'est le fait de ne plus pouvoir sortir de son lit, le fait d'avoir un diagnostic psychiatrique ou neurologique, d'avoir fait un métier manuel et de dormir dans une chambre sous les toits.
Désolé Yann Barthès. Et si on regarde l'autre enquête de l'INVS, qui porte ce coup-ci sur les morts par coup de chaleur dans les établissements de santé, donc les gens qui vivaient en établissement de santé, eh ben on retrouve exactement la même idée, puisque cette étude-là, ce qu'elle va nous apprendre, c'est que 63% des personnes qui sont mortes vivaient en institution. Seulement 20% vivaient dans leur logement, mais pas seuls, et 16% vivaient seuls dans leur logement. L'immense majorité des personnes qui sont mortes n'étaient pas des oubliés du système. Elles étaient en maison de retraite, elles étaient en long séjour à l'hôpital, elles avaient des aides à domicile qui passaient, des enfants disponibles dans la moitié des cas. Bref, elles avaient des familles, des soignants, des dossiers médicaux, des adresses connues des services et des visites régulières. Ce sont des personnes qui ont été vues, ce sont des personnes qu'on pouvait surveiller, et ce sont des personnes qui sont mortes quand même. Et ça, c'est beaucoup plus dur à entendre comme récit, parce que si on se raconte que ces personnes étaient seules, alors on peut se dire que le problème c'était le lien social et que la réponse c'était juste d'aller sonner chez sa voisine. Alors que si elles sont mortes entourées, suivies, hébergées et médiquées, alors c'est que le problème il est dans la manière dont on suit les personnes qui sont malades et handicapées en France. Et dans l'enquête que l'INVS a menée dans les maisons de retraite et les services de long séjour, il y a une donnée qui est hallucinante. En l'occurrence d'ailleurs c'est même plutôt une absence de données. Les autoristes de l'étude expliquent qu'elles n'ont même pas pu évaluer le rôle de la climatisation, je cite, en raison de la faible proportion d'établissements possédant une climatisation et de sujets y ayant accès. Il y avait tellement peu d'établissements climatisés en 2003 que l'État, avec toute sa force scientifique de veille sanitaire, n'a même pas été capable de calculer si la climatisation sauvait des vies. Il n'y avait même pas assez de matière pour faire des statistiques. Et si, même en dehors de tous ces éléments-là, et même avec tout ce qu'on sait, et avec tous les chiffres qu'on a, même en sachant que la majorité des personnes qui sont mortes étaient des personnes institutionnalisées, vous persistez à dire « oui, mais dans tous les cas, c'était que des vieux, donc il n'empêche que c'était des gens fragiles », figurez-vous que même là, vous auriez tort. Parce que justement, il y a une équipe qui s'est posé exactement la question de savoir si c'était vrai ça, et du coup qui est allée regarder ce qui s'était passé en réanimation pendant la canicule. Et ce qu'ils ont observé, c'est que chez les personnes âgées hospitalisées là-bas, celles qui étaient les plus incapacitées, celles qui étaient les moins valides, c'est celles qui ont le mieux survécu. Parce que, justement, c'était celles auxquelles le personnel soignant portait le plus d'attention. C'est-à-dire que dans ce service, il y a eu des décisions qui ont été prises non pas en se basant sur le degré de fragilité, mais en se basant sur le regard validiste du personnel soignant. Parce que oui, je suis désolé, mais si vous avez déjà foutu les pieds dans un hôpital une fois dans votre vie, vous savez très bien ce que ça veut dire pour un soignant que quelqu'un de vraiment handicapé. En général, déjà, c'est quelqu'un qui est pas psychiatrisé, déjà. Et alors, l'argument qu'on entend tout le temps, c'est « oui, mais bon, de toute façon, à la fin des fins, c'est des gens qui allaient mourir, donc on a fait ce qu'on a pu pour en sauver un max, mais c'était pas bien grave parce qu'ils étaient déjà à la fin de leur vie. » Je vous jure que je la caricature à peine, cette phrase. Et en réalité, d'ailleurs, peu importe à quel point on les caricature, ce genre de réflexion, ou au contraire, à quel niveau de diplomatie est-ce qu'on essaie de les formuler. C'est pas des réflexions, c'est du pifomètre validiste. Bon, plus exactement, et pour être honnête quand même, ça, c'est une pensée qui existe, c'est une hypothèse scientifique qui a un nom et qui s'appelle l'effet de moisson. L'idée de l'effet de moisson, c'est que s'il y a une vague de chaleur qui ne fait qu'avancer de quelques semaines des morts qui allaient de toute façon arriver, c'est fondamentalement pas si grave. Mais l'idée aussi, dans la réalité, c'est que si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'on doit voir juste après la canicule un creux, c'est-à-dire une vague de chaleur qui fait un gros pic, et puis après, il y a beaucoup moins de gens qui meurent que normalement. Forcément, il y a moins de gens qui meurent après que d'habitude, parce que les gens qui étaient censés mourir à ce moment-là, ils sont déjà morts un mois plus tôt. Même si c'est une évidence pour beaucoup de gens et que c'est pas très sérieux de penser comme ça, on a quand même Aymon et Jougla qui ont testé l'hypothèse à la fin de l'année 2003, et qui, sans surprise, n'ont absolument rien trouvé. Mais un an plus tard, il y a eu une autre étude beaucoup plus intéressante de Laurent Toulmont et Magali Barbieri à l'INED, qui présente un calcul que personne n'avait jamais fait avant. Si on applique les tables de mortalité de l'époque aux 15 000 personnes qui sont mortes en août 2003, ce qu'on trouve, c'est qu'il y en a seulement 2000 d'entre elles qui seraient mortes avant la fin 2004. Et ça, purement à cause de leur âge et de leur genre. Mais quand on regarde l'ensemble de ces 15 000 personnes, ce qu'on trouve, c'est qu'elles avaient en moyenne encore 9 ans devant elles. 11 pour les hommes et 8 pour les femmes. Donc 10 piges en gros quoi. Vous vous représentez ce que ça fait 10 piges dans une vie, je pense. À n'importe quel âge de la vie, 10 ans c'est énorme. La canicule, elle a pas juste un peu précipité des morts de personnes âgées. Elle a volé 10 ans de vie à plus d'une dizaine de milliers de personnes. Et ça me fait chier de pousser le truc jusque-là, mais bon, puisqu'on y est, on va pousser le truc jusque-là.
Derrière cette logique-là, la logique de l'effet de moisson et tout ça, des gens qui y croient, c'est la même logique que la phrase « Ah, moi, je veux absolument mourir avant d'être un vieux débris incapable de faire quoi que ce soit ». Et cette phrase-là, c'est aussi la même take validiste pourrie que les gens qui disent « Moi, à leur place, je préférerais mourir quand on parle des personnes handicapées ». Et ça, c'est le plus souvent des phrases qui sont prononcées par des gens qui pensent sincèrement faire preuve d'empathie. Et d'ailleurs, pendant les débats sur la loi Aide à mourir, on l'a entendu aussi, le « Moi, je veux pas devenir vieux ». C'est-à-dire que là, entre les débats sur cette loi et les canicules, on y a eu sacrément le droit au discours sur les vies qui valent pas la peine d'être vécues. Donc, il faut d'autant plus réussir à s'armer contre elle parce qu'on est en train de normaliser des trucs qui sont flippants. Je m'énerve un peu, mais c'est parce que j'aimerais vraiment qu'on réussisse à enfin se mettre dans la tête que parler de politique publique depuis ce genre de position eugéniste et validiste, ça ne produit rien d'intelligent. Et que ces positions-là, elles servent justement qu'à une chose, et c'est à se déculpabiliser de ne pas faire les efforts nécessaires pour transformer et même pour sauver des vies humaines. Les gens qui meurent de la canicule, c'est pas des vieux, c'est des personnes psychiatrisées, malades et handicapées. L'enquête sur les coups de chaleur en établissement de santé, elle montre que la mortalité chez les plus de 60 ans, elle concernait 30% de patients qui avaient une maladie mentale. Et chez les moins de 60 ans, c'est 41%. Et ça encore, c'est les chiffres que l'INVS a, parce qu'il y a aussi entre un tiers et la moitié des établissements de santé qui n'ont pas envoyé leurs chiffres. Ça vous surprendra pas, c'est massivement dans le privé que ça n'a pas répondu. Mais même là, ces chiffres, ils sont quand même gigantesques. Et il est encore tout à fait possible que ces chiffres-là, ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je vous ai parlé plusieurs fois de la thermorégulation des personnes autistes et traumatisées, et donc de ce qui les rend particulièrement vulnérables aux coups de chaleur. Mais l'autisme, ça n'a pas été inventé hier. Est-ce que vous savez combien de personnes de plus de 70 ans ont un diagnostic d'autisme ? Nous, on sait pas, mais au Royaume-Uni, qui est le seul pays à ma connaissance qui a des chiffres là-dessus, c'est 0,02%, 1 sur 6000. Chez les 10-14 ans, dans la même enquête, on trouve 2,94%. Et puis, spécifiquement chez les femmes de plus de 70 ans, c'est moins d'1 sur 40 000. Il y a une étude du King's College de Londres qui estime que 96,5% des personnes autistes de plus de 60 ans n'ont aucun diagnostic. Et la même revue, elle trouve un écart d'espérance de vie de 6 ans entre les personnes autistes et non autistes, avec une espérance de vie de 75 ans pour les autistes et de 81 ans pour les non autistes. Elle ajoute à ça que 0,4% de la recherche sur l'autisme porte sur la deuxième moitié de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un demi% de la littérature sur l'autisme qui s'intéresse à ce qui se passe chez les autistes après 50 ans. Donc évidemment, quand on regarde les chiffres de 2003, l'autisme y est totalement introuvable. Et pas parce qu'il n'y avait pas de gens autistes dans les chiffres, c'est une évidence qu'il y en avait, forcément, vu les conditions, mais parce que cette génération-là, elle n'avait absolument aucune chance d'être diagnostiquée un jour. On parle des personnes qui sont parmi les plus concernées par les coups de chaleur. Le validisme, il commence pas le jour où on refuse de climatiser un service. Il commence bien avant. Il commence le jour où on décide de ne pas voir ces personnes, de ne pas les diagnostiquer, de ne pas les chercher parmi les morts, de ne pas financer la recherche qui permettrait de les retrouver pour pouvoir les accompagner. Ce sont des gens qu'on fait disparaître 2 fois. Une première fois de leur vivant en refusant de nommer ce qu'elles vivent, et une deuxième fois dans la mort en les diluant dans une catégorie, donc les vieux, qui ne veut rien dire et qui efface leur vulnérabilité et leurs besoins spécifiques. Et oui, il y a des vieux autistes, ça existe. Selon les estimations que l'adresse a faites en 2024, il y a entre 4,6 millions et 16 millions de personnes handicapées en France. Très grosse fourchette, mais c'est parce que l'adresse, elle distingue 3 critères différents pour pas fixer une seule définition de ce qu'on appelle le handicap. Si on compte que les gens qui vivent avec des restrictions importantes dans les actes essentiels, donc manger, se lever, sortir, se laver, ça fait 5,4 millions de personnes, dont 59% de personnes de plus de 65 ans. Et si on compte que les gens qui ont au moins une limitation fonctionnelle importante, donc marcher, voir, entendre, etc., ça fait 14,5 millions de personnes, dont 39% de personnes de plus de 65 ans. Donc on est bien d'accord que la plus grande population handicapée de ce pays, c'est les vieux. Et donc c'est pas tout à fait pour rien si la mortalité estivale, c'est aussi les vieux. Et le problème, c'est que personne ne compte comme ça. Et que personne ou presque n'est foutu de faire une lecture un tant soit peu antivalidiste des conditions de vie d'une personne à partir du moment où cette personne a les cheveux gris. J'avais fait il y a quelques mois une vidéo sur le Sunflower Lanyard, la campagne de visibilisation des personnes qui ont un handicap invisible, et dans laquelle j'expliquais que ce genre de démarche était justement une démarche hautement validiste et hautement essentialisante. Et les chiffres qu'on nous ressort tout le temps sur le handicap invisible, ceux qui accompagnent toutes les infographies autour du cordon tournesol, c'est 80% des handicaps sont invisibles. Sauf que quand on sait qu'au moins 40% des personnes handicapées sont des personnes âgées, ce chiffre-là, il arrête complètement d'être crédible. Le 80%, il sort d'une enquête américaine qui date de 1994. Déjà pas hyper contemporain. Mais surtout, une enquête qui se base uniquement sur les équipements. Sur 26 millions de personnes handicapées sévèrement, il compte qu'il y a 1,8 million de fauteuils roulants et 5,2 millions de cannes, de béquilles et de déambulateurs.
Donc 7 sur 26, ça fait 73% de gens qui n'ont pas de fauteuil roulant ou qui n'ont pas juste d'aide à la marche. Donc déjà, ce que dit le chiffre, c'est pas du tout quelle proportion des handicaps sont invisibles, mais quelle proportion des personnes handicapées n'ont pas d'équipement pour les aider à marcher. Je veux dire, il y a plein d'autres handicaps que ceux qui concernent la marche. Et même parmi ceux-là, il y a des personnes handicapées qui utilisent des équipements non médicaux ou qui ont juste besoin de s'asseoir souvent et de faire des pauses. C'est ça, les chiffres du handicap invisible. Encore une fois, ce n'est pas et ça n'a jamais été une question de mesurer ce que les gens voient. C'est un décompte extrêmement spécifique de matériel médical. Invisible, pour eux, ça ne veut pas dire imperceptible. Ça veut dire non appareillé pour la marche. Et cette confusion qu'on a installée dans vos esprits, elle produit deux choses extrêmement néfaste. La première, c'est qu'elle installe dans vos esprits l'équation handicap égale fauteuil roulant, et que quand on fait du fauteuil roulant le symbole officiel du handicap visible, on construit l'idée que les personnes en fauteuil seraient les handicapées parfaites, celles qui ont déjà tout obtenu, qui ont les places de parking, des rampes, des toilettes à elles, celles à qui on donne tout finalement. Et évidemment, à ce sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le handicap invisible dans laquelle je montre ce à quoi ça ressemble vraiment, l'adaptation des lieux pour les personnes handicapées, justement dans l'aéroport qui, non content d'avoir inventé le cordon tournesol, se targue en plus d'être le plus accessible au monde. Et donc la deuxième conséquence néfaste de cette confusion, elle est justement pour les vieilles et pour les vieux. Parce qu'une personne de 90 ans qui met 10 minutes à monter un escalier, qui entend plus la moitié de ce qu'on lui dit et qui peut plus se laver toute seule, bah elle a pas de canne blanche, elle a pas de déambulateur, elle a encore moins un fauteuil roulant, ce qui fait qu'elle va automatiquement tomber du côté du handicap invisible. Alors que je vous jure que tout le monde voit bien qu'elle est handicapée. Et le pire pour elle, c'est que même si elle avait une canne, on l'invisibiliserait pareil. Chez une personne âgée, la canne, ça ne déclenche pas dans nos esprits la catégorie personne handicapée, donc qui a des droits. Ça déclenche la catégorie vieux débris, qui est une catégorie qui n'ouvre pas beaucoup de droits. En 2024, il y a une équipe d'universitaires à Hong Kong qui s'est demandé pourquoi il y avait autant de personnes âgées qui s'appuyaient sur leur parapluie ou sur des bâtons de randonnée, plutôt que de juste se faire prescrire une canne. Et ce que le papier explique, c'est que pour beaucoup de ces personnes-là, ces objets, ils ont la même fonction mécanique qu'une canne, sauf que le symbole qui renvoie, c'est pas du tout le même, c'est un symbole de balade. Alors que ce que renvoie la canne pour elles, c'est le déclin. Ces personnes-là, comme beaucoup d'autres, ce qu'elles fuient, ce n'est pas l'aide, c'est la manière dont on colle des symboles de déficience, de défaillance et de mort sur tout ce qui se rapporte de près ou de loin au handicap. Encore une fois, je me répète sans doute énormément, mais je pense que ça fait pas de mal d'être clair là-dessus. Ce que vous faites quand vous dites que les personnes âgées sont les premières victimes des canicules, c'est que vous retirez à des humaines et à des humains la capacité de se lire et de se vivre pour ce qu'ils et elles sont, des personnes handicapées. Et en les privant et en vous privant de cette lecture, sous prétexte qu'elles sont plus massivement représentées par des personnes vieilles que d'autres catégories de la population, vous ne faites que poursuivre un travail long et méthodique d'invisibilisation et de stigmatisation des personnes handicapées en général. Et c'est pour ça que les deux sujets se rejoignent, et c'est pour ça qu'il fallait que je traite de ces deux sujets dans une même vidéo. C'est-à-dire de vous dire d'abord, non, le handicap invisible n'existe pas, ne représente pas une réalité sociologique ou subjective massive, et non, ce n'est pas un problème tristement ignoré. Ça, c'est du performative allyship, c'est des bobards d'entreprise pour faire du handicap washing. Et puis, vous dire qu'en plus, même si cette notion avait le moindre sens ou le moindre intérêt, comment vous justifiez la manière dont vous considérez les vieilles et les vieux ? Il faut pas être hypocrite là-dessus. Le regard suffit très largement à établir qu'une personne est très âgée. Ce qui manque aux personnes handicapées, ça n'a jamais été la faculté d'être perçue. Et en l'occurrence, quand on parle des personnes très âgées, on parle de personnes qui sont probablement parmi les plus visiblement handicapées qui existent. Et le fait d'être visible, justement, ça ne les sauve pas et ça ne leur accorde aucun droit. Et en France d'ailleurs, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que si votre handicap survient avant l'anniversaire de vos 60 ans, vous relevez tout simplement de la prestation de compensation du handicap. La PCH, en gros, c'est que la MDPH vous paie des heures d'aide humaine sans plafond en euros, mais avec un plafond en nombre d'heures. Le cas courant, c'est 9 heures, et puis pour les personnes qui ont besoin d'une présence constante, c'est 24 heures. Et ça peut représenter un peu plus de 13 000 € par mois. Mais si votre handicap survient après l'anniversaire de vos 60 ans, là, ce coup-ci, vous ne relevez plus de la PCH, de la prestation de compensation du handicap, mais de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et l'APA, elle est plafonnée à 2080 € par mois pour les dépendances les plus lourdes et à 811 € pour la plupart des dépendances. Et sur ce qui vous reste à payer de votre poche, c'est la même logique. Avant 60 ans, sur les heures d'aide humaine, vous payez au maximum 20% du coût total. Après 60 ans, c'est 90%. 90% de votre poche. Avant, c'était 20.
Et pour les travaux d'aménagement dans votre logement, qui sont quand même des trucs assez fréquents et assez essentiels, et ben là c'est la même logique. Avant 60 ans, vous avez une enveloppe qui est faite exprès pour ça, et c'est 10 000 euros sur 10 ans. Et cette enveloppe-là, elle est complètement séparée du reste, de sorte que si vous refaites votre salle de bain, et ben ça vous mange pas les heures d'aide à la personne, donc des gens qui viennent vous aider à vous laver, à vous faire manger et tout ça. Mais après 60 ans, et ben cette enveloppe, elle arrête juste d'exister. C'est-à-dire que vous avez un plafond mensuel qui est minuscule, parce que 2 000 euros pour les plus grosses dépendances, 2 000 euros, vous payez rien avec ça. L'aide humaine, c'est à la poubelle. Hein. Mais bon, vous avez donc ce plafond qui est déjà minuscule et tout doit rentrer dedans. Les heures d'aide, les repas, la téléassistance et les travaux. Et puis comme c'est sur le mois plutôt qu'étalé sur 10 ans, allez expliquer à votre artisan que vous allez le payer comme ça de mois en mois pour... Enfin, non, vous ne faites pas de crédit à un artisan. Et puis la banque vous laisse certainement pas faire un crédit sur votre APA, hein, c'est hors de question. Et le pire quasiment dans tout ça, c'est que la grande loi sur le handicap qui a été votée à l'Assemblée en 2005, elle incluait la phrase suivante. Dans un délai maximum de 5 ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap seront supprimées. C'est-à-dire que les distinctions liées à l'âge devaient être supprimées 5 ans après 2005. Aujourd'hui, on est 21 ans après 2005 et il n'y a toujours rien qui a été fait pour faire appliquer cette loi. Alors qu'en plus, pendant tout ce temps-là, on avait l'article L114.1.1 du Code de l'action sociale et des familles qui continuait et qui continue toujours de garantir le droit à la compensation de son handicap, je cite, « quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». C'est ça, au fond, l'agisme. Ça ressemble à s'y méprendre à du validisme, et c'est peut-être parce que c'en est une forme très particulière, beaucoup plus intense dans ses violences, et pourtant beaucoup moins grave dans nos esprits. Ce que les institutions françaises font concrètement aujourd'hui, c'est exactement la même chose que ce que nos perceptions font. Elles considèrent que 60 ans, c'est l'âge auquel un corps arrête d'être handicapé pour devenir vieux. Pour les validistes, le fait qu'une personne handicapée puisse souffler sa 60e bougie, c'est un petit miracle inspirant et enthousiasmant. Et pour les personnes concernées, c'est l'anniversaire le plus triste de leur vie, parce que c'est le jour où elles deviennent officiellement et explicitement mourables. Et d'ailleurs, comme toutes les structures d'oppression, ça c'est une idée que ces personnes finissent elles-mêmes par intérioriser. Selon la DREES, il est très difficile d'avoir des chiffres sur le handicap chez les personnes âgées en se basant sur le déclaratif. C'est-à-dire que 25% des personnes âgées déclarent avoir des restrictions importantes pour les actes essentiels du quotidien. Sauf que seulement 17% d'entre elles déclarent que leur état les empêche de profiter des activités que les gens font habituellement. Ce qui n'est pas censé être possible. Et en fait, c'est pareil, les estimations qu'on a disent que 60% des personnes handicapées de plus de 65 ans ne se considèrent pas comme handicapées. Et la raison à ça, c'est que bien souvent, elles répondent en se comparant avec des personnes de leur âge. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles ne se sentent pas limitées, c'est qu'elles ne se sentent pas beaucoup plus limitées que les autres personnes âgées. L'agisme, il est tellement structurellement ancré qu'il fait disparaître les repères les plus basiques du handicap. Ça devient autre chose. Et c'est ça qui fait qu'à 40 ans, on se compare avec tout le monde et donc on se trouve en général plutôt limité, et qu'à 90 ans, on se compare aux autres personnes de 90 ans et que du coup, on trouve que ça va plutôt bien. C'est ce même genre d'opération qui a transformé la catastrophe d'août 2003, les 15 000 morts que la canicule a provoquées, en un événement météorologique contre lequel on ne pouvait rien faire. Donc encore une fois, c'est pas un hasard si on tient autant à l'image de la vieille dame seule dans son appartement parisien. Cette image, on y tient, et elle-même, elle tient debout, parce que déjà avant 2003, on avait besoin de toutes les diversions possibles pour ne pas avoir à parler du handicap. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, donc on ne voit pas la contradiction, même quand elle est sous nos yeux. La vieille, contrairement à la personne handicapée, c'est une victime qui a l'air de n'engager la responsabilité de personne. On peut pleurer, on peut s'émouvoir du fait qu'elle soit morte de chaleur toute seule, mais ça ne nous responsabilise pas, ça ne nous force pas à changer des choses. Elle est vieille, donc elle est fragile, donc c'est normal. Et au pire, c'est la faute de sa famille qui n'a pas pris assez de ses nouvelles. Dans ce récit-là, personne n'a mal prescrit, personne n'a mal soigné, personne n'a refusé de climatiser un service et surtout, personne n'a construit des institutions sans penser aux étés contre lesquels on nous alerte depuis 80 ans. Mais à l'inverse, le jour où on commence à regarder l'âge comme ce qu'il est, comme une circonstance et plus comme une explication, c'est-à-dire le jour où on commence à dire personne psychiatrisée, personne sous antipsychotique, personne qui vit en MAS, personne à qui on donne une douche par semaine dans un bâtiment à 34 degrés. Là, d'un coup, il y a des responsables. Il y a un service qu'on n'a pas climatisé, il y a un traitement qu'on n'a pas adapté, et il y a une institution qui n'a pas protégé les personnes dont elle avait la responsabilité. Pour se donner bonne conscience, pour pouvoir continuer à vivre notre quotidien en ayant l'esprit tranquille, on a inconsciemment accepté de ne regarder ni le handicap, ni la psychiatrie.
même quand on est soi-même concerné. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Mais si on décide de ne pas regarder ce qui rend la mort acceptable, alors il faudra accepter de ne pas voir ceux qui sont responsables de l'organisation de la mourabilité dans ce pays. Et dans ce cas, le seul espoir qui vous restera, c'est celui d'être mort avant de devenir mourable.